La capitale sénégalaise semble avoir renoué avec l'insécurité. Agressions à répétition, meurtres, actes de vandalisme, des agissements condamnables par la loi. Dakar semble être le théâtre de ces agissements depuis quelques mois. Ils sont assez fréquents pour que les forces de l'ordre se penchent sur la question et que les analystes en révèlent les causes. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons deux experts. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai l'honneur de présenter le colonel Wardini. Bonjour colonel. Bonjour madame. Merci d'être là colonel. Alors, vous avez fait l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc. Vous avez fait 38 années de service avec les fonctions de chef de section, attaché militaire et commandant de zone aussi, pour devenir ensuite directeur du service civique national. Oui, c'est bien ça? Correct, oui. Nous avons aussi le doctorant Khalifa Diagne. Bonjour doctorant. Bonjour madame Ba. Alors, Monsieur Diagne, vous êtes psychologue conseiller, juriste spécialisé en citoyenneté. Vous êtes aussi cadre au COUD, donc depuis 2003, à l'université Cheikh Anta Diop. Et vous êtes ancien chef de service social aussi au COUD. Vous avez écrit 5 mémoires sur les conditions socio-pédagogiques des étudiants. Alors, heureuse de vous rencontrer sur ce plateau, messieurs, pour discuter de la question de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité grandissante ici au Sénégal, plus particulièrement à Dakar. Et nous allons aller dans le vif du sujet avec colonel Wardini. On observe cette recrudescence de l'insécurité depuis quelques mois. Ici à Dakar, dans plusieurs quartiers, les populations sont inquiétées. On se rappelle il y a quelque temps du meurtre de l'étudiante congolaise, la jeune étudiante qui s'appelait Lotali Molé, qui a été tuée, ou celui aussi de la jeune Khadija Badiane durant la même période. J'aimerais que vous nous contextualisez un peu ces phénomènes que l'on voit actuellement, vous, en tant que colonel. Merci beaucoup madame Ba. Bonjour monsieur Diagne. Bonjour chers téléspectateurs. Bon, pour contextualiser cette insécurité dont vous venez de parler tout à l'heure, je crois qu'il est important quand même de passer en revue certains facteurs. Certains facteurs, pourquoi je le dis? Parce que ces facteurs n'existaient pas avant. Lesquels facteurs sur lesquels je veux revenir pour bien vous expliquer, bien faire comprendre à tous les téléspectateurs ce qui se passe un peu, en tout cas à mon avis. Voyons par exemple le facteur démographique. Il va falloir qu'on l'évoque, le facteur démographique et environnemental à Dakar, le facteur économique à Dakar comme dans tous les pays, et le facteur social. Ce que je veux dire par facteur démographique et environnemental, pour que vous compreniez bien le contexte de cette crise qui sévit actuellement à Dakar, c'est que si vous étiez là il y a 20 ans et que vous revenez aujourd'hui à Dakar, vous n'allez pas vous retrouver. Ouais. Dakar a grandi. La population a pratiquement triplé ou quintuplé. On n'était pas aussi, la population n'était pas aussi nombreuse du temps du président Senghor, comme j'ai l'habitude de le dire. On était jeunes, Dakar n'était pas si peuplé, il n'y avait pas trop d'espace, les forces de l'ordre étaient en mesure même de gérer cette affaire-là parce que c'était tellement restreint. Mais maintenant, Dakar est surpeuplé. Tous les quartiers, tous les coins dans cette région, Dakar, sont pratiquement habités. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans la banlieue, vous voyez ce qui se passe dans tous les quartiers. Il n'y a pas un espace vide. Tout est complet. Et c'est des populations qui viennent de l'extérieur, des villages, des départements. Tout le monde vient à Dakar. Sans compter maintenant également la population africaine également, qui s'exode vers Dakar. Parce que Dakar, Sénégal, c'est stable, un pays stable. Dakar, il y a toutes les commodités, tous les services sont à Dakar. Donc Dakar est bondé. C'est pour cela même la SONES, la SD ou la CNO actuellement ont des difficultés même pour ravitailler Dakar. L'électricité également. On voit pendant la période de chaleur des coupures interminables parce qu'on ne peut pas satisfaire la demande. C'est trop. Il y a trop de monde. Regardez la circulation. Quand vous quittez le matin chez vous pour arriver au boulot, moi je vous dis que vous quittez chez vous pour arriver au boulot, ça vous prendra 1h30 des fois ou 2 heures de temps. Tout à fait. C'est pas normal. Les gens, c'est impensable. Et tout ce monde-là influe donc un problème de sécurité que les forces de l'ordre n'arriveront pas du tout à gérer. On a beau parler de recrutement des volontaires de la police, de la gendarmerie, c'est bien, mais ça ne va pas régler le problème, parce qu'il y a trop de monde. Dakar est truffé de la population, on peut la contrôler, et elle va continuer, et ça ne va pas s'estomper maintenant, ça risque de continuer.
Ça risque de grandir, la population risque de grandir, et quand ça grandit, l'insécurité vient avec, parce qu'il y a beaucoup de monde, on ne sait pas qui est qui rentre, qui sort. Les gens, s'ils n'ont pas de boulot ou bien s'ils n'ont pas ce qu'il leur faut pour survivre, Ouais. vous savez ce qui se passe. Tout à fait. Vous voyez dans les rues, les mendiants, les enfants, tout est mélangé. C'est difficile. Moi, j'ai dit, je n'aimerais pas être à la place du maire de Dakar. Moi, c'est ma seule décision. Je n'aimerais pas être à la place des autorités Oui. pour gérer Dakar, parce que Dakar, c'est vraiment... ça déborde. Il faut impérativement une décentralisation, peut-être. On en parle depuis longtemps, mais là, avec l'insécurité qui est grandissante, ce n'est plus un choix. Bon, décentraliser, moi, je suis toujours favorable pour. Hein. Il suffit que les gens s'organisent. Il suffit que les gens s'organisent à leur niveau. Mais si on veut tout centraliser à Dakar, si on veut tout capitaliser à Dakar, gérer le Sénégal à partir de Dakar, voilà les conséquences. Ouais. L'économie, en tout cas, va Souffrir. va souffrir un peu. Vous voyez ce qui se passe actuellement, les gens ne mangent pas à leur faim, ce n'est pas une question de critiquer qui que ce soit, mais c'est la réalité. Ouais. Allez voir dans la rue, les gens sont un peu fatigués. Vous avez vu les émeutes de mars passé, je suis désolé de revenir là-dessus. Les gens ciblaient les Auchan pour aller chercher de quoi manger. Exactement. Donc ce n'était pas contre le pouvoir, mais c'était un instinct de survie. Aussi. Et cet instinct de survie, finalement, va déborder en certain moment, et ce qui va entraîner la criminalité. Vous voyez des assassinats maintenant à gauche, à droite. Ouais. Bon, heureusement, ce n'est pas tous les jours, mais on ne les voyait pas avant. Il y a beaucoup de monde. Les services de sécurité ne peuvent pas gérer tout. Les gens vivent en concubinage ou bien vraiment dans des taudis. Et c'est trop serré. On n'a pas les espaces, même pour intervenir. Vous voyez, s'il y a feu quelque part, les sapeurs-pompiers pour intervenir, c'est tout un problème. Même si c'est dans les marchés pour intervenir, pour essayer d'éteindre le feu, parce que tout est cantinisé, tout est... Même les trottoirs, c'est un peu difficile. Ouais. Difficile pour les autorités, difficile pour les forces de sécurité, même difficile également pour nous les citoyens qui vivent. On n'a plus cet espace-là d'épanouissement, même pas pour nos enfants. Et vous voyez ce qui se passe dans la rue, c'est vraiment terrible. Hein. Regardez les véhicules garés à gauche, à droite, on désencombre à longueur de journée, mais ça revient, les mécaniciens sont partout, parce que ces gens-là également n'ont pas où aller. Donc ce sont ces facteurs-là. Donc démographie, ces facteurs économiques, et les facteurs sociaux qui fait que les gens sont dans les rues en train de mendier, les voleurs sont là, les gars sont en train de prendre la drogue à gauche, à droite, les gars sont oisifs, c'est le chômage. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi c'est de l'insécurité à Dakar aujourd'hui. Très bien. Monsieur Diagne, le colonel Wardini a parlé de cette stabilité légendaire du Sénégal. Hein. Le Sénégal est connu dans la sous-région comme un pays stable, mais cette stabilité a été testée et a été remise en question, en tout cas est en train d'être remise en question depuis le mois de mars. L'insécurité grandissante, les meurtres qu'on voit, etc. Et vous, en tant que cadre du COUD, donc à l'université Cheikh Anta Diop, l'université Cheikh Anta Diop qui est comme un carrefour, disons. Un carrefour, pourquoi? Parce qu'il représente un carrefour symbolique, moi je dirais. Il représente un peu les étudiants, la jeunesse, l'avenir un peu de Dakar et du Sénégal. À l'intérieur de ce carrefour se passent des choses dont on parle de plus en plus. Dernièrement, il y a eu le saccage du restaurant argentin, il y a quelques semaines, et il y a eu aussi plein d'autres choses qui se sont passées, les violences qui ont eu lieu à ce carrefour-là pendant le mois de mars, qui a joué un rôle important. Comment est-ce que vous analysez tout ça, étant de l'intérieur et étant membre du COUD à l'UCAD? Merci beaucoup, Madame Ba. Je voudrais saluer M. Wardini, saluer aussi les téléspectateurs de ITV et dire tout le plaisir que j'ai pour venir répondre à votre invitation. J'aimerais relativiser par rapport à la remise en cause de la stabilité du Sénégal suite aux événements qui se sont passés au mois de mars. Si vous voyez bien l'histoire du Sénégal, il y a eu des événements qui étaient jugés des événements graves, mais après, ça s'est estompé. Il y a eu l'accalmie qui a suivi. Et j'ai une pensée aux événements de 68, j'ai une pensée aux événements de 1988, qui avaient même occasionné des couvre-feux à Thiès et à Dakar notamment. J'ai une pensée aux événements du 23 juin 2011. Si vous voyez bien, dans notre histoire, il y a eu des cycles, des moments durs de violence, au point que les gens ont pensé à un moment donné
que le pays allait basculer. Mais ça n'a jamais basculé. Et dans l'histoire aussi, il y a lieu de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, notamment à l'armée. Par exemple, en 1968, le général Alfred Diallo était venu parler directement au président Senghor avec des recommandations. Si vous lisez les mémoires d'Abdou Diouf, dans les échanges, la première question que le président Senghor lui avait posée, est-ce que général, est-ce que c'est un coup d'État? Je lui dis non, monsieur le président, il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il lui donne une liste de personnes qui devaient figurer dans le gouvernement. Il lui a dit, c'est un ordre. Il lui dit non, monsieur le président, ce n'est qu'une simple demande. Dire que nous avons eu la chance quand même de bénéficier d'une armée républicaine. Les événements qui se sont passés au mois de mars, si nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas la qualité légendaire qu'elles ont toujours eue, on aurait compté beaucoup plus de morts et le pouvoir allait basculer. Ça, beaucoup de gens ne l'ont pas pris en compte, mais moi, c'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage. Maintenant, pour revenir à l'université, quand le colonel Wardini parlait en mettant en avant la question de la population, je me suis dit que c'est presque la même chose qui se passe. Nous avons un espace qui devrait normalement contenir moins de 10 000 étudiants à l'heure actuelle, qui a une capacité d'accueil de 10 000 étudiants, parce que nous n'avons que 10 500 lits environ. Mais nous en sommes à presque 80 000 étudiants. Dans Dakar, où la vie est extrêmement difficile, entouré par des quartiers résidentiels, l'UCAT est entouré par les quartiers de Fan Résidence, de Point-E et de Fanok, des quartiers résidentiels où vous n'avez pas de possibilités d'hébergement, où le loyer coûte très cher. Sans compter le fait qu'il n'est pas évident, quand vous quittez les régions pour venir à Dakar, d'avoir une famille d'accueil qui peut vous héberger et vous mettre dans les conditions d'études dignes d'un étudiant. Donc tout ceci fait qu'il y a des difficultés, au point que les problèmes ne peuvent pas manquer de survenir. Maintenant aussi, nos universités ont eu à être bâties avec un système qui, ma foi, pose problème, surtout dans le domaine de la sécurité. Je voudrais aborder la question des franchises universitaires. En réalité, cette question-là font partie, de mon point de vue, des sources de violence, vu la manière dont on l'applique au Sénégal. Tous les Sénégalais qui empruntent l'avenue Cheikh Anta Diop et qui empruntent la Corniche Ouest constatent qu'il y a des forces de police qui sont stationnées aux alentours de l'université. Qu'est-ce que cela veut dire, à mon avis? Cela veut dire que la sécurité ou le maintien de l'ordre se limite aux frontières de l'université. Si bien que les étudiants, pendant longtemps, ont eu à commettre des actes de violence sans pour autant qu'il y ait, en tout cas, les interventions dignes de ce nom. Au point que eux, ils s'en sont arrivés à penser que l'université est une zone de non-droit. Et cela relève d'une mauvaise application des franchises universitaires que nous avons hérité du système français. Parce que les franchises universitaires remontent à 1229, au moment où les universités étaient gérées par l'Église et que les responsables de l'Église avaient la liberté de prendre leurs propres lois dans le cadre de la gestion des universités. Et au Sénégal, le problème s'est posé pour la première fois lors des événements de 1968, pendant lesquels les étudiants avaient fait sortir le recteur, avaient fait évacuer les facultés, les écoles et instituts, les laboratoires, les PATS et les enseignants. Ils avaient fait sortir tout le monde et avaient pris l'université en otage. Le lendemain, le président Senghor avait fait une allocution pour dire que non, on ne doit pas lui parler de franchises universitaires et que les forces de l'ordre allaient intervenir parce que les franchises doivent être adaptées aux nécessités d'un pays en développement comme le Sénégal. Donc il y a eu ce débat sur l'intervention des forces de l'ordre dans les espaces universitaires jusqu'aux années 80. Quand ça s'est amplifié avec la montée des revendications, avec conséquemment l'augmentation de la population sénégalaise, au point qu'il était nécessaire de prendre une loi. Et cette loi n'a été prise qu'en 1994. C'est la loi 94-79 du 24 novembre 1994 portant sur les franchises et libertés universitaires. Mais cette loi, les gens l'appliquent très mal. Parce que cette loi, dès son article 2, délimite le champ d'application en disant que les franchises s'appliquent
au campus pédagogique, c'est-à-dire aux facultés, aux unités d'enseignement et de recherche, aux écoles et aux instituts relevant de l'université. Et la loi fait ressortir de façon très claire que les campus sociaux ne font pas partie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez au Sénégal comme cité universitaire n'est pas concerné par les franchises universitaires. Et c'est là-bas que tout se passe. Oui, mais dans l'application, on fait comme si les franchises universitaires s'appliquent dans les cités universitaires. Je vous donne un exemple. Nous sommes là au quartier Point E, où il y a le commissariat qui est compétent pour intervenir au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, s'il y a un problème, le commissaire du Point E ne peut pas intervenir directement, comme il le ferait au quartier Point E, il ne peut pas intervenir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans l'espace social. Quand bien même qu'on lui signale qu'il y a des casses, vous conviendrez avec moi que s'il y avait des gens qui cassaient un restaurant privé ici quelque part au Point E, la police allait intervenir. Tout à fait. Là-bas, ils l'ont fait au niveau du restaurant argentin et dans d'autres restaurants. Ils ont fait une série de saccages que je condamne, inqualifiables. Parce que quand vous saccagez des blocs de restaurants, quand vous déboulonnez des bancs publics qui servent de détente aux étudiants, quand vous en prenez au réseau d'éclairage public, quand vous en prenez même aux arbres, à des cocotiers, vous les coupez, ce que j'ai vu pour la première fois, ça sont des actes inqualifiables. Et ça, les étudiants l'ont fait en prétextant qu'il y avait des résultats d'élections auxquels ils n'étaient pas d'accord. Exactement, des résultats des élections de l'amicale. On va revenir justement sur l'amicale, mais moi j'aimerais rebondir avec le colonel Wardini sur ce fait-là, ce fait qui finalement est un problème. En tant que représentant des forces de l'ordre, monsieur colonel Wardini, les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir à la source même du problème. Quelle est finalement la responsabilité des forces de l'ordre quand on parle d'insécurité d'une manière générale, mais particulièrement même à l'université? La responsabilité des forces de l'ordre, que ce soit police, gendarmerie, armée, etc., c'est pratiquement la même chose, c'est le maintien de l'ordre. Ou, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre. Si l'ordre est troublé, il doit rétablir. Mais en général, c'est le maintien de l'ordre, faire en sorte que tous les citoyens sénégalais vivent en paix, dans le calme, que les gens puissent circuler, que leurs biens soient protégés, etc. Faire en sorte que vraiment qu'ils soient un peu sécurisés de vivre à Dakar sans crainte, etc. C'est ça leur mission principale. Oui. Et ils le font, je crois que les forces de l'ordre essayent de faire. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de cette population galopante à Dakar, cette recrudescence de cette population qui est en train de croître à Dakar d'année en année. Les forces de l'ordre sont vraiment au milieu de cette, je ne sais pas comment dire encore... de ces changements, peut-être de cette problématique de la population qui ne cesse de croître. Comment elles vont faire? En tout cas, leur mission est très claire. Mais est-ce que ces forces de l'ordre actuellement sont en mesure de garantir l'ordre public? Est-ce que ces forces de l'ordre sont en mesure de rétablir? Elles essaient tant bien que mal, parce que c'est leur mission. Ils vont tout faire pour faire leur boulot. Mais c'est difficile actuellement. Même, j'ai dit, pour circuler, même pour intervenir quelque part où il y a problème, c'est difficile. Tout est bouché, il n'y a pas d'axe. Les axes ne sont pas libérés. Tout est bouché actuellement. Et Dakar étant aussi grand, les taudis poussant à gauche et à droite, ils n'ont même pas des couloirs d'intervention. C'est un peu difficile. Et puis, sans parler de ça, ces forces ont un problème d'effectifs également. La population croît terriblement, mais les effectifs des forces de l'ordre ne croient pas au même rythme. Quand on recrute par année 1000 ou 2000 sur une population de 17 millions, quand vous voyez les effectifs des polices et de la gendarmerie, par rapport à la population, c'est un peu difficile d'avoir un policier un peu partout. Alors que cette sécurité, comme M. Diagne disait tout à l'heure, c'est une affaire de bonne gouvernance. Si c'est bien géré, les autorités ont leur police, ont leur force de sécurité à gauche, à droite, ils peuvent circuler, patrouiller, vérifier. Ce serait formidable, mais ce n'est pas le cas actuellement. Les forces de l'ordre tentent vaille que vaille à faire leur boulot. Mais c'est difficile. C'est difficile, donc il y a les moyens qui manquent, surtout les moyens humains. Actuellement, j'ai entendu que le président de la République a officiellement autorisé le recrutement de certains jeunes volontaires. À la police, ils sont en train de recruter 3000. C'est la première fois que j'entends ça, d'ailleurs 3000 d'un seul coup. La gendarmerie est également en train de recruter. C'est bien. Mais il y a également les ASP
étaient là. Les ASP sont là également. C'est toujours dans le même ministère. Hein. Donc tous ces jeunes-là, on peut essayer de les utiliser en appoint à la police et à la gendarmerie pour leur permettre de faire le boulot. Mais même s'ils ont les effectifs maintenant, est-ce qu'il y a les moyens de mobilité? Est-ce qu'il y a les axes, les couloirs pour intervenir? Parce que comme je dis, on construit un peu partout. On construit un peu partout. Ça pénalise les gens. Alors que dans une capitale, dans un pays qui se respecte normalement, quand on fait certaines infrastructures, je crois on doit prendre l'avis de ces forces de l'ordre également, l'avis de tous les services, je crois, concernés. Mais à Dakar, vous voyez ce qui se passe maintenant, les gens construisent, vous voyez, le desk vient casser, etc. Bon, tout ça, c'est pas grave. Bon, en tout cas, les forces de l'ordre essaient de faire leur boulot. Maintenant, l'autre côté de la monnaie, c'est les populations. Qu'est-ce que les populations doivent faire également pour se protéger un peu? Pour se protéger. Parce que, sachant que les forces de l'ordre n'ont pas les effectifs qu'ils font, et ce sera vraiment difficile d'avoir les effectifs pour avoir des policiers derrière chaque Sénégalais ou dans chaque quartier ou dans chaque ville, c'est un peu difficile. Ça, on le sait. Donc, les populations doivent s'organiser. Les populations, et on le voit actuellement à Dakar, beaucoup de quartiers sont en train de mettre en place des dispositifs de sécurité avec des sociétés de gardiennage, des sociétés de sécurité. Il y en a en pagaille actuellement à Dakar. L'ASP également travaille. J'étais à l'ASP récemment. On est en train de travailler avec les quartiers, avec les communes, pour essayer de les sécuriser, pour essayer de... Mais c'est une sécurité de proximité, parce qu'on ne fait pas le travail tout seul, on essaie de faire le travail avec les populations. On essaie de travailler ensemble parce qu'ils connaissent mieux leur communauté, ils connaissent mieux leur emplacement, leur site. Et on travaille ensemble, ils nous parlent des coins faibles, des coins dangereux, etc. Nous, on amène notre expertise et on travaille ensemble. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Si on attend tout de l'État et l'État a des difficultés ou bien les moyens ne suivent pas, si on se met là à regarder, l'insécurité va taper sur nous et on va se mettre là à pleurer. Donc faisons également quelque chose et je crois que les populations commencent à s'organiser un peu et je les encourage à continuer à mutualiser leurs moyens. Je demande à la population civile, au quartier également, de coopérer et d'aider les forces de sécurité parce qu'ils connaissent mieux, comme j'ai dit, leur communauté. Je crois que c'est quelque chose à faire. Et puis éclairer un peu les routes, les rues, éclairer les rues, parce que quand c'est bien éclairé, au moins ça intimide un peu, mettre des systèmes d'alarme, des systèmes de vidéosurveillance. Tout ça, c'est des astuces que les populations peuvent faire et doivent faire si l'État ne peut pas tout faire. Parce que si on attend l'État, on va attendre. Hein. On va attendre. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard sur cette relation entre les forces de l'ordre et les populations. Mais juste avant ça, M. Diagne, on a parlé des raisons, justement, des dernières violences qui ont eu lieu à l'université, qui étaient justement les résultats de des élections de l'amicale. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le rôle ou les rôles de cette amicale-là, à votre avis, parce que souvent, certaines personnes taxent un peu l'amicale d'être un peu manipulée ou manipulable, mais moi, j'aimerais vous poser la question, comme vous êtes en interne, est-ce que ces amicales sont vraiment représentatives des étudiants? Qui sont dans ces amicales-là? Est-ce qu'elles sont vraiment là pour les avantages et pour représenter les étudiants et les aider? Oui, en fait, il faut comprendre que, comme tous les États démocratiques, nous avons besoin de représentation de tous les acteurs dans les instances. C'est la raison pour laquelle les amicales au niveau des universités sont en fait présents depuis la loi, depuis le décret de 1968. Parce qu'après les événements de 68, Senghor avait voulu un peu mettre de l'ordre sur la représentation des étudiants. Donc leur représentation est bien réglementée. Et ils doivent représenter leurs camarades au niveau des instances pédagogiques, l'assemblée de l'université, l'assemblée de faculté, le conseil d'administration du COUD, au niveau de la direction des bourses. C'est même une question de transparence parce que les étudiants ont l'habitude de dire tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Ça aurait été plus grave si les étudiants n'avaient pas d'amicale. Donc le problème de l'opportunité ou de la nécessité des amicales ne se pose pas à mon niveau. Maintenant, le problème de légitimité pourrait être posé. Exactement. Parce que si vous regardez, depuis quelques années, depuis les années 2000, le nombre d'étudiants qui sont dans les facultés et le nombre d'étudiants qui votent, il y a problème. Mais cela peut poser un problème de légitimité, mais pas un problème de légalité. À la fac de lettres, nous pouvons avoir 30 000 étudiants et l'élection, moins de 10 000 participent.
Il y a 20 000 donc qui n'ont pas participé, mais cela n'entache pas la légalité de l'amicale. Mais l'idéal serait d'avoir un taux de participation beaucoup plus important. Oui, et comment pousser ce taux de participation? Parce qu'on a l'impression, quand on écoute ça, on se dit, qu'est-ce qui fait justement que les étudiants ne votent pas pour les amicales? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sentent pas leurs intérêts défendus, ou ils ne pensent pas que leurs intérêts pourraient être défendus par ces amicales-là? Parce que je vous avoue que des fois, on a l'impression qu'il y a un décalage entre le reste des étudiants et ceux qui sont au poste décisionnel dans ces amicales-là. Non, sans hésiter, je vous dirais que la perception que les étudiants ont sur l'amicale, c'est que c'est une station de privilège. Exactement. Si bien que j'ai l'habitude de les taquiner certains en leur disant que, est-ce que vous savez s'il y avait un référendum dont l'électorat serait composé uniquement d'étudiants, avec comme question pour ou contre les amicales, le contre allait l'emporter. Parce que tout simplement, pour beaucoup d'étudiants, ce que font leurs camarades. Vous avez vu ce qu'ils ont fait récemment. Ça a été condamné plus par des étudiants que par les autorités. Parce que vous trouvez vos propres camarades en pleine restauration, dans les salles de restauration, qui prenaient tranquillement leur dîner. En fait, vous saccagez, vous interrompez leur dîner, vous exercez la violence sur eux. Vos camarades qui voient que vous déboulonnez des bancs, etc. Ce sont des actes que les étudiants ont fait, sans compter que, en fait, sur le terrain, dans le constat, il y a le fait que quand vous êtes responsable d'amicale, vous vous intéressez aux chambres, vous vous intéressez aux bourses, votre train de vie augmente. Il y a autant de choses qui font que vous ne pouvez pas être crédible. Ce qui est différent des responsables d'amicale des années 60 jusqu'à 80. Qui se distinguait par l'art oratoire, par la pertinence, par aussi l'éthique et autres. Il y a eu vraiment beaucoup de déviations entre les étudiants responsables d'amicale des années post-indépendance. Dans les archives, vous voyez même que s'il y avait une assemblée générale à la place dénommée 28 février, c'est l'actuel terrain de basket, les Dakarois qui étaient des intellectuels à l'époque venaient pour assister aux joutes oratoires des étudiants de l'époque. Maintenant, vous interrogez un étudiant, vous voyez tout en lui sauf le leader que vous attendez. Ce qui fait que ces questions d'avantages, de privilèges, d'enjeux ont fait de sorte que les amicales ont été parasitées et sont devenues presque source de violence. Parce que quand vous êtes dans l'amicale, vous jouissez presque de tous les privilèges au détriment de vos autres camarades. C'est la raison pour laquelle au moment des élections, il y a des enjeux. Un enjeu pour celui qui va gagner parce qu'il va jouir des privilèges, mais un enjeu pour celui qui va perdre parce qu'il n'aura rien. Et c'est pourquoi ils en font une question de vie ou de mort. C'est ce qui a occasionné les contestations violentes qu'on a eues après les renouvellements de la faculté de droit, renouvellement qui a été des renouvellements qui ont été opérés par voie électronique. Parce qu'il fut quelque temps, dans les années 2000 à 2010, on essayait le vote physique. Les gens venaient se présenter. Mais il y avait tout le temps des scènes de bagarre inouïes, au point que les autorités universitaires ont été amenées à réfléchir pour changer de système. Mais même avec ce système, les problèmes demeurent. Et parmi les sources du problème, je reviens à ce que disait le colonel, il y a la question de la massification de l'espace universitaire qui est devenue extrêmement difficile à gérer, parce que s'il y a un déséquilibre immense entre l'offre et la demande, souvent il y a des problèmes, sans compter que la question qu'il a posée a toute sa pertinence, parce qu'il faut bien aménager le territoire. Au Sénégal, pendant très longtemps, nous avons investi sur l'enseignement primaire, élémentaire, l'enseignement moyen secondaire, en oubliant la question des universités. L'université de Dakar a été inaugurée en 1957. On est attendu jusqu'en 1990 pour inaugurer notre deuxième université, à savoir l'université Gaston Berger. C'est en 2007 qu'on a inauguré notre troisième génération d'universités, qui est Bambey et Ziguinchor. C'est après la concertation de 2013, concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, qu'on a créé notre quatrième génération d'universités, université Amadou Mahtar Mbow et l'université El Hadj Ibrahima Niass de Sine Saloum, sans compter l'UVS. Je dis souvent
que n'eût été l'UVS, on aurait des difficultés. Figurez-vous, Madame Ba, que l'UVS est actuellement la deuxième plus grande université du Sénégal. Si on n'avait pas l'UVS, on aurait beaucoup de jeunes qui ne seraient pas orientés et qui certainement allaient être révoltés parce que, comme on le dit, les questions de gouvernance peuvent impacter sur les questions de sécurité. Exactement. Il y a un retard à rattraper. On le comprend quand on entend votre analyse. Et en parlant de ce qu'il faut rattraper, colonel Wardini, j'aimerais revenir sur la relation entre la population et les forces de l'ordre. On a cette impression, bon, pas qu'une impression, mais dans les faits, que cette relation a été ternie à travers le temps, peut-être. Peut-être la confiance est un peu à bas niveau, pas là où elle devrait être entre les populations et les forces de l'ordre, surtout lorsqu'on a observé tout ce qui s'est passé avec la pandémie. C'était très difficile avec l'application des mesures barrières, avec le couvre-feu et même avant cela, des relations qui peuvent peut-être être assez tendues entre les forces de l'ordre et les populations. Comment rétablir ce lien-là qui pourrait aider à lutter contre l'insécurité un peu partout sur la capitale? À travers la communication, je crois. Il faut beaucoup communiquer, beaucoup expliquer, beaucoup interagir. Parce que de toute façon, les forces de l'ordre, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée, nous faisons partie de la société. Bien sûr. Nous, on a des frères, des sœurs, comme eux aussi, ils ont des frères et des sœurs là-bas, c'est le même peuple. Et je ne crois pas que quelqu'un veuille coûte que coûte ou intentionnellement frapper ou faire du mal à quelqu'un. Bon, le problème est là. On voit là les forces de répression, comme on les appelle, les forces de répression qui répriment tout le monde, les gens ne sont pas contents, les gens jettent des pierres à gauche et à droite. Mais est-ce que les policiers ou ces forces de l'ordre ont vraiment l'amour d'être dans la rue en train de frapper les gens? Est-ce que les jeunes ont cette envie également d'être dans les rues en train de se faire lacrymogéner, comme on dit là, ou bien pour chasser, frapper? Non. Il y a un problème, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se parle. Le Sénégal, c'est le Sénégal de tout le monde, c'est notre Sénégal à nous tous. Si c'est bien, c'est pour nous, si c'est mauvais, c'est pour nous. Et je crois qu'on peut le régler à travers la communication. Il faut qu'on dialogue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des portes ouvertes. Les forces de l'ordre faisaient des portes ouvertes pour expliquer aux jeunes, mais faudrait-il que ces jeunes-là également essayent de comprendre, parce que cette éducation qu'on essaie de faire passer à travers ces portes ouvertes également, cette éducation n'est pas seulement de notre responsabilité, la responsabilité également des structures scolaires, des parents, de l'État, de la société civile. Il faut qu'on se parle et qu'on se comprenne, parce que vraiment, il est bon. Et il serait agréable de voir les forces de sécurité, comme on les appelle, auprès des populations. Dans l'armée, on a notre slogan-là qui dit, ou bien ce concept-là très cher aux autorités militaires, le concept armée-nation. On veut que les gens comprennent que nous, si on est là, c'est grâce à la population, grâce à la nation, grâce à la population. Si on travaille, c'est grâce à vous qui nous donnez les moyens de travailler. Donc nous, on doit vous servir. On doit travailler avec vous. Il faut que les gens comprennent ça. On n'est pas là pour vous détruire. Si vous ne voulez pas de nous, vous pouvez passer par les urnes démocratiquement et voter ce que vous avez à voter. Mais nous, on est au service. Donc on n'a aucun intérêt à ne pas être en de bonnes relations. Mais il est impératif que les gens changent cette vision des forces, du rapport entre forces de sécurité et population. Et je crois que c'est en train de bouger actuellement, parce qu'au niveau de la police, j'ai entendu parler d'un concept de police de proximité qui sont en train de développer un peu partout. Exactement. Dans la banlieue et un peu partout. Oui. C'est comme faisaient les ASP, installer des dispositifs de sécurité au profit des communautés. Exactement. Ce serait bien que les maires maintenant qui ont des privilèges et des responsabilités de police, etc., de prendre le ballon au rebond et d'essayer, même s'il le faut, de recruter des jeunes et d'en faire des volontaires. Le volontariat, ça paye bien. Des volontaires qui vont servir les communautés, qui vivent dans les communautés, comme l'ASP fait. On recrute dans la communauté, on les forme et on les retourne dans leur communauté parce qu'ils connaissent bien leur communauté, ils ont leurs parents là-bas, ils seront fiers de travailler pour leur communauté et leurs parents. Je crois que ce concept de police ou sécurité de proximité, appelez ça comme vous voulez, est à encourager. Si on l'encourage, que les gens sentent qu'ils sont chez eux, ils travaillent pour eux, ils sont en tenue, mais ils sont chez eux avec leurs parents, ils travaillent pour la communauté, je crois que les relations entre forces de l'ordre et population vont beaucoup
Va beaucoup changer. Justement, ça allait être la prochaine question par rapport à ces opérations que l'on voit se dérouler actuellement. La police mène ce genre d'opération de police de proximité, de descente un peu dans les rues et de communication avec les populations. Donc, c'est quelque chose que vous encouragez pleinement. Oui, ça fait partie de la stratégie des forces de sécurité, de toute façon. Hein. De toute façon, et chaque fois qu'on sent la menace quelque part, chaque fois qu'on étudie, on évalue la situation, on ne peut pas rester les bras croisés. Si l'insécurité commence à croître quelque part, on est obligé d'étudier, de voir quelles sont les causes et les machins pour intervenir et remettre de l'ordre. Et cette intervention des policiers, qui récemment, je crois même sur vers l'ancienne piste, là, je crois, ouais. Vous avez vu le nombre de gens qu'on a arrêtés. C'est pas arrêté pour arrêter, mais c'est dans des situations où on les a trouvés dans des bars clandestins, dans des sites un peu insalubres, où la population vit dans des situations difficiles. Tout se passe à l'intérieur, personne n'a l'œil à ce qui se passe dans ces coins-là, comme à Grand Yoff quand on a tué la dame là, parce qu'on ne peut pas avoir des forces de sécurité partout à la fois. On ne peut pas les avoir partout. Actuellement, à l'état actuel, non. Peut-être quand on va développer davantage ce concept de police de sécurité, qu'on mettra des postes de police fixes dans les quartiers, qui vont travailler en relation avec les populations, je crois qu'on aura une meilleure vision de ce qui se passe, on aura l'œil sur ce qui se passe, on entendra, et il suffit tout simplement d'encourager cette collaboration entre forces de sécurité et résidents pour que la bataille soit gagnée. Pour que la bataille soit gagnée. En tout cas, pour revenir avec vous, Monsieur Diagne, vous êtes psychologue de formation, donc j'aimerais un peu aller sur le terrain de la psychologie pour analyser un peu cette dynamique-là qui se passe justement à l'intérieur de l'université, à l'intérieur des amicales, dans le coude, etc. Un peu cette dynamique où beaucoup de personnes reçoivent des informations, souvent de grève, de violence et tout, comme on le dit depuis le début. Et j'aimerais vous demander, psychologiquement parlant et socialement parlant, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur? Des fois, on a l'impression que oui, les étudiants ont énormément de revendications à mener, ils ne se sentent pas entendus, etc. Et c'est pour ça que les grèves sont des fois très répétées. Les actes, en tout cas, de vandalisme ou d'agression sont très répétés. Comment est-ce que vous analysez ça psychologiquement? Oui, il y a des facteurs psychologiques, pour dire vrai, dans le comportement des étudiants. Il ne faut pas oublier que les étudiants sont des jeunes et beaucoup parmi eux ne sont pas loin de la tranche d'âge qu'on appelle adolescence en psychologie, qui est une période de révolte. Et les jeunes, par nature, sont critiques. Et ils sont critiques, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les partis politiques font des universités, les lieux de recrutement de leurs militants à chaque fois qu'il y a un parti d'opposition. Au Sénégal, c'est une tradition. Si vous êtes opposant d'envergure et que vous n'avez pas une bonne représentation à l'université, c'est comme si votre dynamique manque de puissance. Si bien que des indépendances à nos jours, tous les partis politiques, quand ils se créent, l'une des premières choses qu'ils ont à faire, c'est de créer une branche politique estudiantine. Donc il faut comprendre que les étudiants sont, dans tous les pays du monde, les étudiants dans cette tranche d'âge sont révoltés. Maintenant, là où il y a différence, c'est que dans les pays développés, il y a moins de problèmes. Et nous sommes dans un pays en développement où pratiquement les ressources sont très rares et que les étudiants sont exigeants. Ce qui fait qu'il faudra toujours s'attendre dans n'importe quelle université du Sénégal qu'il y ait des contestations, qu'il y ait des troubles par moment. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de la question des franchises universitaires, question importante, mais où il y a des problèmes, notamment au niveau de l'application du fait, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est parce qu'il y a eu des bavures régulièrement quand la police entre ou la gendarmerie. Fallou Sène à UGB, ce n'est pas loin, Bassirou Faye à Dakar, ce n'est pas loin. Quand la police entre ou la gendarmerie, souvent il y a mort d'homme et les populations prennent peur, ont peur qu'il y ait mort d'homme, de même que la police, parce que ça pose des problèmes au régime. Ce qui fait que même quand la loi autorise, le commissaire du point E n'entre pas sans avoir la couverture de sa hiérarchie parce que ça devient une question politique. Alors, ça aussi, c'est une question qui a des relances psychologiques
dans la mesure où, aussi en réalité, cette application, pour enchaîner sur les facteurs psychologiques, de cette manière des Français universitaires, a fait de sorte que les étudiants ont pensé que le campus social est une zone de non-droit. C'est une zone où l'impunité leur est garantie, au point qu'ils peuvent faire beaucoup de choses sans pour autant que la police intervienne. L'autre facteur au plan psychologique aussi pourrait être lié à la manière dont les étudiants conçoivent leurs instruments de lutte, c'est-à-dire les amicales, comme des instruments de privilège. Il faut qu'on commence à leur apprendre dès la responsabilité au sein de l'amicale à faire ce qu'on appelle la reddition des comptes. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'exigences. Je pense qu'à ce niveau, il pourrait faire des avancées. Au plan psychologique aussi, les populations ont une perception erronée du milieu universitaire. L'université, les gens la considèrent comme un milieu à part. C'est ça. Comme un milieu particulier où on ne touche pas. J'ai taquiné une de vos collègues à qui j'ai accordé une interview avant de venir, en lui disant que même la société civile et les journalistes n'intéressent pas en réalité à l'université. Vous venez uniquement pour prendre des éléments quand il y a des casses, mais moi j'ai vu le réseau des journalistes pour la santé, le réseau des journalistes pour l'économie, pour les mines, etc. Dites-moi, est-ce qu'il y a au Sénégal un réseau de journalistes qui est spécialisé sur les questions de l'enseignement supérieur, sur les questions universitaires? Est-ce que vous avez vu une ONG dans le cadre de la société civile, comme ça se passe avec la coalition éducation pour tous, avec COSIDEP, dans le domaine du moyen secondaire, de la même manière qu'ils sont actifs, avec les associations de parents d'élèves, auprès du ministère de l'Éducation nationale? Est-ce que vous voyez cette activité au niveau de l'université? Non. C'est vrai que les responsabilités peuvent être partagées parce que la communauté universitaire également est très jalouse du milieu universitaire. On a l'impression que c'est... manque d'ouverture et ils ont fini de faire croire aux Sénégalais que ça, c'est nos libertés. Et la responsabilité est imputable à certains enseignants de l'université qui sont très jaloux de ça, pas tous, aux étudiants eux-mêmes, parce que ce sont les trois composantes de la communauté universitaire. Or, il ne faut pas oublier que l'université appartient, en tout cas l'université publique appartient au Sénégal. L'université, c'est un établissement public qui appartient au Sénégal. Les moyens, ce ne sont pas des moyens qui sont générés par la communauté universitaire. Ce sont des moyens qui sont donnés par l'État du Sénégal. Maintenant, à l'État d'avoir l'autorité qu'il faut pour changer en fait, cet imaginaire-là populaire qui consiste à faire de sorte que l'université soit un milieu à part où on n'intervient pas de la même manière. Les forces de défense et de sécurité aussi, au plan psychologique, doivent s'ajuster. Parce que, et ça, ils n'ont pas le choix. Ils doivent introduire dans leur module de formation des matières qui concernent l'intervention en milieu universitaire. Le Sénégal a maintenant presque 8 universités. Si on compte l'université de Dakar, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université Amadou Mahtar Mbow et l'université Alioune Diop de Bambey, je pense. J'ai tous. En tout cas, c'est pour vous dire le nombre d'universités que nous avons et ces universités, conséquemment à l'augmentation de la population sénégalaise, parce que là également, pour encore revenir sur la pertinence du débat posé par le colonel Yardini relative à la population, le Sénégal ne peut plus s'attendre à avoir moins de 70 000 bacheliers. Mais si vous avez une population qui va sortir au moins 70 000 bacheliers, il faut orienter ces bacheliers quelque part. Et là, nos universités sont bondées, les universités sont pleines. Et on n'a presque plus de place. C'est pourquoi je vous disais que si nous étions l'UVS, qui tourne actuellement autour de 50 000 étudiants, on aurait des difficultés pour orienter les étudiants sénégalais. Donc tous ces facteurs combinés au plan psychologique mettent une certaine pression. Et la vie sociale de l'étudiant est extrêmement difficile parce que l'étudiant fait une activité de production intellectuelle avec tout ce qu'il y a comme tension intérieure. S'il n'y a pas de bons aménagements en termes de loisirs, en termes d'activités culturelles et sportives, en termes aussi de bien-être social, il peut toujours survenir des crises qui peuvent déborder à l'extérieur des frontières de l'université. Parfait. Colonel Wardini, que pensez-vous de cet aspect d'impunité par rapport justement aux actes et à tout ce qui se passe à l'université? Impunité, c'est pas bon, hein, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, impunité, c'est pas bon. Quand quelqu'un faute,
Il faut faut punir. savoir situer les responsabilités et sanctionner positivement ou négativement. Mais si on laisse chacun faire ce qu'il veut, sachant que rien ne lui arrivera, les autres seront tentés de suivre la même voie. Et ce ne serait pas bon. Dans un pays, quel qu'il soit, il doit y avoir un chef. Et on doit suivre le chef-là. Il doit montrer la voie à suivre. Comme il a parlé tout à l'heure de bonne gouvernance. Si c'est une bonne gouvernance, les gens vont adhérer. Mais si les gens, comme on le voit un peu partout actuellement au Sénégal, je crois que ça va se régler bientôt, les gens vendent des terrains, les gens font des multiplications de billets, les gens font ce qu'ils veulent. Et quand ça part en haut, des fois c'est sanctionné, des fois c'est pas sanctionné. Ça ne rassure pas les autres. On dirait que c'est une partie prise et ça encourage les autres à l'indiscipline, à l'incivisme. Les gars n'y croient plus. Parce qu'au Sénégal actuellement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut savoir que moi, en tout cas, je perçois une crise d'autorité, c'est vrai, mais je perçois également une crise de confiance. Les gens n'ont plus confiance. N'ont plus confiance. En qui que ce soit, même en leur papa, ils n'ont plus confiance. Exact. Les jeunes qui s'embarquent pour aller à Barça, je ne sais pas quoi, ou bien qui font n'importe quoi, la drogue, etc. Les parents ne peuvent plus les contrôler. Ce n'est pas que les parents n'ont plus d'autorité, c'est que les gens ont tellement attendu de papa, ont tellement attendu ils n'ont rien vu, maintenant ils veulent se prendre en charge. Malheureusement, des fois, ils sont mal orientés, ils tapent dans la drogue, ou dans le vol, dans le viol, n'importe quoi. Un pays qui marche très bien, comme le Japon, vous voyez certains pays, vous sentez que les gens suivent la vision du chef. Une vision à laquelle tout le monde doit adhérer. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'éducation. Non seulement les forces de l'ordre ont une responsabilité d'éduquer les gens à travers des portes ouvertes, mais les structures scolaires, les parents, la société, la communauté, tout le monde doit faire. Parce que pour commander ce Sénégal actuellement, moi vraiment je plains le président et son gouvernement. Ils sont en train de courir à gauche, à droite pour essayer de régler le problème, mais tout ce que tu mets, comme on dit, dans des tiers là, les gars mettent du sable après. Je ne sais pas, il n'y a pas ce civisme, c'est de l'incivisme caractérisé un peu partout actuellement. Et ça, c'est à réparer. Si on ne le répare pas, ça va être très difficile pour notre pays en tout cas. Ça va être très difficile. Monsieur Diagne, une question que je me dois quand même de vous poser, toujours en restant sur ce caractère d'impunité et cet aspect un peu intouchable qu'on a l'impression de voir avec les activités qui se passent à l'intérieur de l'université. Beaucoup se posent la question, en tout cas, de savoir est-ce que ce n'est pas dû à certaines dynamiques aussi politiques? Oui, la politique aussi a une relation avec ce qui se passe à l'université. Ça, c'est incontestable parce que si on se base sur notre histoire récente, si on se base sur la réalité sur le terrain, on ne peut pas détacher la politique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar comme des autres universités. La politique depuis les indépendances ou même avant les indépendances a été intimement liée à la masse et à l'évolution de nos universités. Ça aussi, il faut le comprendre. L'université n'est rien d'autre que le reflet de la contradiction sénégalaise. Les contestations les plus dures, la contestation qui a le plus ébranlé le régime de Senghor en 68, c'était venu de l'université. C'est vrai qu'il y avait la grève des syndicats, mais c'est l'université qui avait vraiment amplifié ces événements-là de 1968. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y a un parti politique qui se crée, il a comme préoccupation d'avoir une branche politique estudiantine au niveau de l'espace universitaire. Parce que... Et le malheur est que quand vous êtes parti d'opposition, votre branche politique estudiantine a presque comme mission de déstabiliser le milieu universitaire pour faire paraître la fragilité du régime, pour affaiblir le régime. Et la branche politique du parti au pouvoir fait tout pour rendre l'université stable. Ce qui fait que c'est un jeu permanent. Moi, j'ai consacré une étude sur ça, une étude qui comporte sur les crises universitaires, les enjeux politiques dans les causes des mouvements de grève cyclique des étudiants de l'UCAD. Et dans ce travail-là, vous voyez les rivalités entre le mouvement des élèves étudiants socialistes, MES, et le mouvement des élèves étudiants libéraux, qui se sont confrontés pratiquement pendant les années 90 jusqu'à l'avènement de l'alternance. N'oublie pas qu'à un moment donné, même le mot d'ordre d'Ablaye Wade Sopi a été épousé par les étudiants. Wade, quand il arrivait au pouvoir, pratiquement les universités et tous les lycées étaient en grève. Quand il a pris le pouvoir, on a levé le mot d'ordre.
C'est pourquoi quand il est venu, il a eu à donner des avantages exorbitants à la population estudiantine. Alors, il y a toujours un jeu qui se passe au moment des renouvellements des amicales. Ça, il faut le comprendre. Parce que dans leur constitution, chaque branche politique estudiantine a presque une commission syndicale, c'est-à-dire des éléments qui doivent être des candidats au niveau des instances syndicales, c'est-à-dire au niveau des amicales. Et quand il y a élection, ils se confrontent. Et souvent, ils sont épaulés par leurs partis politiques respectifs. Et les partis politiques conçoivent ça comme un symbole. Quand les étudiants de votre parti politique gagnent l'élection au niveau de la faculté de droit, vous avez l'impression que c'est vous qui contrôlez l'amicale, c'est vous qui contrôlez l'université. Quand aussi les éléments qui sont issus de la branche politique du parti au pouvoir gagnent, le parti au pouvoir se rassure en disant que mes étudiants ont gagné, je suis aimé à l'université par les étudiants. Or, cela peut, pour la plupart du temps, n'être qu'un leurre. Nous avons parlé de la question de la légitimité. Parce qu'en réalité, beaucoup d'étudiants ne sont pas intéressés par ces questions relatives aux amicales. Je vous disais que s'il y avait un référendum pour ou contre, les étudiants voteraient non, en tout cas pour moi, sans surprise. C'est que beaucoup d'étudiants sont détachés à ça. Mais ils sont obligés, parce qu'aucun parti politique qui est au pouvoir ne va laisser cet instrument-là de lutte, parce que les amicales sont des instruments de lutte, de contestation à la disposition de leur opposition. Et aucune opposition aussi, et vraiment ici au Sénégal traditionnellement, ne tenterait pas de disposer de cet instrument. Ce qui fait qu'il y a ce jeu-là malheureusement qui existe, sans compter que dans notre histoire récente, il y a des gens qui ont eu des promotions au plan politique et administratif très rapides, du fait qu'ils sont simplement issus du mouvement étudiant, qu'ils s'étaient signalés comme leaders dans le mouvement étudiant. Tous ces enjeux font qu'au plan psychosociologique, les étudiants s'engagent et ça peut poser des problèmes. Donc vraiment, ce serait faire du nihilisme que de nier que l'université, notamment la question du renouvellement des amicales d'étudiants, ne comporte pas des enjeux politiques. Parfait. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Colonel Wardini, je vais vous laisser donner votre mot de la fin. Simplement, peut-être en vous lançant cette question, on a parlé de la relation entre les forces de l'ordre et les populations. Qu'en est-il de la relation entre les forces de l'ordre et l'État? Bon, les forces de l'ordre sont aux ordres de l'État. Les chefs de l'État, le président Macky Sall, c'est le chef suprême des armées, comme on dit. Hein. Donc nous, que Macky Sall soit en place, que Abdoulaye Wade soit en place, qu'un autre président arrive, nous, on est toujours aux ordres. Je me rappelle très bien, en 2000, quand Abdoulaye Wade prenait le pouvoir, j'étais chef de cabinet du chef d'état-major général des armées. Quand on a nommé notre nouveau ministre, il était à Kolda, là, comme Bekaï, qui me semblait, il était enseignant là-bas, on m'avait dit, machin, ceci. Mais quand on l'a nommé, c'était à 2 jours de l'indépendance, il est arrivé, on l'a envoyé un avion militaire le prendre, il est arrivé, mais on s'est tous mis au garde-à-vous. Hein. Ce n'est plus un enseignant, c'est notre ministre maintenant. Le Abdoulaye Wade, quand il est venu, on lui a rendu les honneurs, tous les présidents. Nous, en tout cas, on essaie d'être et de rester républicains. On essaie d'être et de rester républicain parce qu'on est au service de l'État. C'est une armée républicaine, une armée de la nation. Bon, jusqu'à présent, heureusement, on a eu de bons rapports avec la population. Comme je vous dis, dans notre concept armée-nation, nous, on valorise ça beaucoup. Vous nous appelez n'importe où. S'il y a urgence, s'il faut aller aider, on ira aider parce que c'est notre mission. On a de très bonnes relations même en Casamance et partout, on essaie de gagner le cœur des populations. Les populations également, j'ai remarqué ça au Sénégal, la population sénégalaise, elle est vraiment militaire. C'est des gens qui sont fanats du militaire. Je me rappelle bien quand j'étais très jeune à Kaolack, je le raconte à n'importe qui, j'étais très jeune là, quand je voyais les militaires passer, je courais derrière, je saluais, etc. Et cette même perception, je la vois jusqu'à présent. Quand les militaires passent, quand on joue la musique militaire, tout le monde court, tout le monde vient. Quand il y a un recrutement dans l'armée, on veut recruter des jeunes, annuellement on recrute. Les enfants sortent de partout et veulent se faire recruter malheureusement, question de budget ou bien question de stratégie politique. On ne peut pas recruter tout le monde, mais tout le monde veut faire l'armée. Les gens adorent la tenue. Il y a des gens même qui sont allés à l'ASP parce qu'il y a tenue. Il y a des gens qui vont dans les sécurités de gardien parce que c'est la tenue qu'ils aiment. C'est pour ça que je lui ai dit à un ministre un jour, je dis, mais ces jeunes-là qui veulent se faire recruter et qui sont aptes médicalement, reconnus aptes,
Mais prenons-les et mettons-les dans le volontariat, mettons-les dans les corps paramilitaires, parce que c'est pour servir le pays. Ils aiment servir. Les enfants aiment servir. Les militaires, les petits militaires, les petits ASP, les majeurs, les petits volontaires, c'est 30 000, 40 000 francs, 50 000 francs de pécule. Ce n'est pas des salaires colossaux, c'est seulement pécule pour leur permettre d'avoir le moyen de transport. Ils sont contents de servir. Les jeunes Sénégalais et patriotes, ils veulent servir, mais il faut qu'on leur donne l'occasion de servir. Moi, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Et ces jeunes-là sont truffés de potentiel, ils sont bons. On a beau dire que les jeunes n'ont pas d'expérience ou les jeunes ne veulent pas travailler. Non, c'est pas vrai. Les jeunes Sénégalais, vous les mettez dans les conditions de travail, ils vont travailler. Les gens qui prennent leur petit budget là pour traverser la mer, pour aller se tuer en mer, pour aller à Barça, si vous les mettez dans l'armée, ils vont prendre. Et l'armée, c'est l'armée sénégalaise. Donc les jeunes, et ils sont pétris encore, comme je dis, de potentiel, on n'a qu'à les exploiter, on n'a qu'à les aider. Le gouvernement doit faire tout avec ses partenaires internationaux pour créer les conditions adéquates pour permettre aux jeunes de travailler, de servir le pays. Tout le monde, tous les jeunes Sénégalais que j'ai vus jusqu'à présent aimeraient servir leur pays. Ça, vraiment, je n'en doute pas. Servir le pays, un beau message de la fin, colonel Wardini. Monsieur Diagne, votre message de la fin, avec cette question aussi pour finir, est-ce que le COUD remplit sa mission finalement? Oui, je n'ai aucun doute que le COUD remplit sa mission. Pour s'en assurer, il faut se demander, et tout simplement, ce que endure le COUD pour héberger autant d'étudiants. Faire nourrir des milliers d'étudiants par jour, assurer leur couverture en santé, leur permettre de faire les activités culturelles et sportives. Et ça, le COUD le fait pendant 10 mois. Il y a beaucoup de cadres. Le président Macky Sall ne demanderait pas est-ce que le COUD remplit sa mission parce qu'il a été pensionnaire du COUD quand il était à l'IST. Donc on fait ça. Maintenant, les quelques problèmes sporadiques, périodiques qu'on note ne peuvent pas remettre en cause la pertinence, la qualité du travail du COUD, qui est un travail extrêmement difficile. Imaginez un milieu où il y a en fait au minimum 40 000 étudiants qui sont logés, où la police n'entre pas, où les pensionnaires peuvent s'adonner à des scènes de violence, parfois même menacer le personnel du COUD, les faire sortir de leur bureau, etc. Et ces gens-là arrivent quand même à contenir, à gérer et à faire de sorte que les étudiants terminent l'année. Et la caricature que je donne souvent pour comprendre la difficulté de la mission du COUD, c'est quand le président Macky Sall voulait venir à l'université et dans son programme, la volonté de visiter sa chambre et qu'il y a eu ces difficultés, malgré le fait qu'il y avait la police, la gendarmerie, avec les renseignements généraux, tout le monde, malgré tout ce dispositif, les Sénégalais avaient vu ce dont sont capables les étudiants. Et les Sénégalais n'ont qu'à se demander comment ces gens-là qui sont au COUD gèrent ces étudiants pendant 10 mois pour comprendre la difficulté de la mission du COUD, et comprendre la difficulté les amènera à comprendre la pertinence et le fait que le COUD gère bien sa mission. Donc, j'étais heureux vraiment de venir, je suis très heureux de venir à cette émission répondre, et cela nous a permis d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur des sujets peut-être qui semblaient flous à leur niveau. Exactement, et le plaisir est pour nous, Monsieur Diagne, et un grand remerciement aussi au colonel Wardini pour une émission riche en informations et en éclaircissements. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophie Abba, nous remercions toute l'équipe et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.